Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Selon la Ligue des droits et libertés, la loi 21 est raciste, sexiste et discriminatoire. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour! Et selon le ministre Jean-François Roberge, c'est une insulte envers l'État québécois. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, et j'ajouterais que selon Mathieu Bock-Côté, la Ligue des droits et libertés porte bien mal son nom et c'est une association d'extrême gauche qui se fait passer pour une association de défense des libertés, mais qui dans les faits lutte contre les conditions même de cette liberté. Bon, fin de la parenthèse d'introduction. Je pense que Roberge a raison. Fondamentalement, on est devant une ligue qui a des origines historiques nobles, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui a soit dérivé, on dira, soit évolué, soit a été investi par des courants politiques nouveaux qui ont gardé la bannière, qui ont gardé l'étendard, mais qui ont changé la nature de l'association. Et aujourd'hui, on est devant une de ces nombreuses associations, on pourrait dire d'extrême gauche culturelle, comme l'est devenue Amnesty International, comme le sont tant d'associations qui, en tant que telles, susciterait spontanément notre adhésion. Mais quand on regarde le discours qu'elles tiennent sur le Québec, sur les sociétés occidentales, dès que nos sociétés cherchent à affirmer leurs principes, à affirmer leur culture, à mettre de l'avant leurs valeurs, dès que nos sociétés cherchent à préciser les conditions d'une intégration des populations issues de l'immigration, qui ne soit pas qu'une intégration de surface, mais une intégration culturelle à la majorité historique de ces pays, à leur peuple historique, eh bien, dès lors, ces associations dégainent les insultes racistes, discriminatoires, xénophobes, puis dans d'autres circonstances, ils vont sortir transphobes, puis sexistes. Donc, ils ont tout le Bataclan idéologique pour culpabiliser. Puis il ne s'agit pas ici d'avancer des arguments. Il s'agit fondamentalement d'utiliser un vocabulaire qui a pour fonction de sidérer les défenseurs de la loi 21, en disant globalement, si vous êtes favorable à cette loi, regardez tout ce que vous êtes. Vous avez une position intenable, indéfendable. Nous avons le monopole du bien, vous avez le monopole du mal. Nous avons le monopole de l'ouverture, vous êtes le parti de la fermeture. Nous sommes le parti de la diversité, vous êtes le parti de l'homogénéité régressive. Donc, ainsi posé, on n'est pas devant un débat. Ainsi posé, on est devant un procès. On est devant un groupuscule qui confisque une histoire, qui confisque des mots nobles pour ensuite faire le procès de toute une nation, de tout un peuple. Et alors, je trouve que Roberge, dans les circonstances, a réagi comme on devrait réagir plus souvent. C'est-à-dire, il refuse le débat avec ces gens. On n'a pas à accepter quelqu'un qui arrive en me disant, qui m'arriverait devant moi en disant... en bon québécois, mon gros m'a te péter à gueule, puis en plus, tu vaux pas de la même... Bon. Alors, j'ai pas envie de débattre avec quelqu'un qui m'insulte. Je m'en ai, on débattra pas. Je suis désolé. Il y a pas de... Moi, je débat avec quelqu'un qui me dirait, la loi 21, par exemple, elle cause problème pour telle raison. La loi 21 a échoué dans tels objectifs. Les objectifs de la loi 21 sont critiquables pour telle raison. Pas de souci. Mais là, quelqu'un qui arrive... Mathieu, dans un débat, ne devrait jamais être un argument. Point barre, là. T'as évidemment raison, mais ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est qu'une partie, puis je peux bien jouer au jeu d'équivalence, mais c'est vraiment d'une certaine extrême gauche universitaire que ça vient. On confond les insultes avec des arguments. C'est-à-dire, on présente, c'est une bonne partie, je dirais, du travail des sciences sociales, et puis de la sociologie, de la philosophie politique depuis 40 ans, ça consiste à générer des concepts, des formules qui visent à frapper d'illégitimité tout ce qu'ils n'aiment pas. Donc, on n'est pas devant des gens qui sont dans une logique de débat. On n'est pas devant des gens qui acceptent la possibilité d'un désaccord. Si le débat commence en disant « votre loi est raciste, discriminatoire, xénophobe », tout ça, ben, il n'y a pas de débat possible. Comment peut-on défendre une position qui serait celle-là? Donc, on est devant des gens dont l'objectif n'est pas de débattre, mais l'objectif est de frapper d'interdit la possibilité même de défendre la loi 21. On est devant des gens qui veulent frapper d'illégitimité la loi 21. On est devant des gens qui veulent tuer la possibilité du débat parce que débattre, c'est encore accepter le fait que c'est défendable. Donc, devant cette charge, moi, je trouve que Roberge a bien fait de refuser le faux débat
Puis par ailleurs, il aurait pu aussi décider de contre-attaquer. Mais là, les politiques sont pas encore habitués à ça. Ça, je le constate. Moi, je suis assez attentif à la manière dont le débat public se passe un peu partout dans le monde. Et dans certains pays, un peu moins dans le nôtre, quand les politiques sont attaqués comme ça, ils peuvent se défendre. Ils peuvent se défendre. Mais nos politiques n'ont pas ce réflexe-là. Pourquoi? Mais je les invite. Pourquoi on le fait pas ici? Je pense qu'on a une tradition assez consensualiste en politique. Les Québécois n'aiment pas la chicane, puis encore moins la chicane pour des affaires de religion ou de politique. Donc, la culture québécoise ne génère pas le sens du débat et du conflit pour le meilleur et pour le pire. Hein. On est un peuple accommodant, on est un peuple gentil, on est un peuple tranquille, mais quand on tombe devant des gens qui sont sur le mode de l'insulte, on est un peu paralysé. Et là, Robert n'a pas été paralysé. Il a refusé d'entrer dans une conversation qui n'en était pas une. De ce point de vue, je pense qu'il faut le féliciter. Et il faut surtout dire que cette Ligue des droits et libertés ne représente qu'elle-même. Elle ne représente ni les droits, ni la liberté, ni les libertés. Elle représente, en fait, c'est une incarnation de la falsification de ces beaux concepts et de ces belles références par une extrême gauche. J'y reviens parce qu'il faut la nommer comme telle. On est devant l'extrême gauche ici, qui ne se présente jamais sous cette... en fait, se présente... Ces gens-là se disent de gauche, très à gauche, très progressistes, mais je pense qu'il faut les frapper symboliquement du sceau de l'extrême gauche en disant voilà, vous êtes des ennemis de la démocratie quand vous vous comportez ainsi. Et je pense que de ce point de vue, je pense que les nationalistes québécois, les libéraux au sens philosophique au Québec, les conservateurs, les démocrates, tous ces gens-là auraient tout avantage à se muscler un peu lorsqu'il y a de telles tentatives d'intimidation pour dire on n'accepte pas de commencer un débat en se faisant vomir au visage. C'est le témoin qui est le plus attendu de la Commission sur l'ingérence étrangère. On entendra enfin le premier ministre Justin Trudeau. C'est un phénomène qu'on observe ici, mais de quelle façon c'est observé un peu partout à travers le monde? Est-ce qu'on est face à un phénomène global et est-ce qu'on prend suffisamment la question au sérieux, Mathieu? Ah ben, t'as absolument raison. Le phénomène est global. C'est-à-dire, je te donne quelques exemples tirés de l'histoire relativement récente. Quelques exemples parmi de l'histoire récente. En Allemagne, on s'inquiète beaucoup de l'ingérence turque, puis en Europe plus largement. L'ingérence turque parce que l'État turc, celui d'Erdogan aujourd'hui, a comme stratégie explicite de mobiliser les électeurs d'origine turque ou turcs installés en Europe en leur disant « Votez en fonction des intérêts de la Turquie ». Pas en fonction des intérêts du pays où vous arrivez. D'ailleurs, Erdogan avait dit une fois, intégrez-vous au pays qui vous accueille, intégration économique de surface, mais l'assimilation, c'est-à-dire le fait vraiment d'avoir une intégration complète, globalement, au bout d'une génération, 2 générations, on s'approprie l'histoire du pays d'accueil, puis on commence à dire nous avec le pays d'accueil. Pour Erdogan, l'assimilation est un crime contre l'humanité. Donc, Erdogan a une politique explicite de mobilisation de la diaspora turque en fonction des intérêts de la Turquie en Europe. En France, on a vu de quelle manière l'Algérie cherche à mobiliser ses ressortissants, le Maroc aussi cherche à mobiliser leurs ressortissants ou la diaspora, encore une fois, dans une stratégie électorale explicite, donc pour leurs intérêts. Donc, c'est de l'ingérence étrangère à répétition. Et dans le cas qui nous intéresse ici, eh bien, on est devant la Chine qui, il n'y a pas que la Chine en passant, qui manipule sa diaspora en fonction de ses intérêts, et c'est une diaspora d'autant plus manipulable que la Chine n'hésite pas à utiliser des techniques d'intimidation fortes envers ses ressortissants ou sa diaspora, comme si finalement la citoyenneté canadienne acquise par les gens d'origine chinoise était une citoyenneté de surface parce que fondamentalement la Chine réclame un droit sur eux. Donc, c'est un phénomène global. Ensuite, c'est un phénomène qui se déploie d'autant plus facilement qu'on est devant des sociétés qui, disons-le clairement, ont renoncé à toute forme d'unité nationale ou de conscience nationale et versent dans le communautarisme. Et le Canada, c'est le symbole absolu d'un pays qui n'a d'identité collective que sa référence à la Charte des droits et qui sinon fonctionne dans un multiculturalisme revendiqué tel qui dit votre identité d'origine est plus importante que votre identité canadienne au sens large. Donc, le Canada crée les conditions, à la fois par l'immigration massive et par le multiculturalisme. Il engendre des communautarismes à ce point
on pourrait dire, à ce point organisé, qu'il est facile pour les pays d'origine de manipuler de telles populations. Et on voit par ailleurs, il y a un écart de loyauté quelquefois, c'est-à-dire, bon, parce que dans certaines communautés, c'est organisé tout ça, là. Donc, des leaders disent, soyez d'abord fidèles à votre communauté plutôt qu'au pays qui vous accueille. Et si vous êtes d'abord fidèle au pays qui vous accueille plutôt qu'à votre communauté, vous êtes un traître. Donc, c'est l'inversion du rapport de trahison. Ne pas servir son pays d'origine est vu comme de la trahison là-dedans. J'ajoute un exemple qui, pour moi, est très important. C'est en 2021. Je crois que c'est Mariam Monsef, si je ne me trompe pas. Ouais, j'espère que je ne me trompe pas sur son nom, mais c'était la ministre fédérale d'origine afghane qui avait dit « les talibans, nos frères ». Moi, c'est une des phrases qui m'avait le plus marqué parce que c'était un tel aveu. Pour cette dame, ses frères, ses sœurs, entre guillemets, c'était pas ses concitoyens canadiens, c'était pas ses compatriotes canadiens, c'était les gens de sa communauté d'origine jusqu'en Afghanistan, jusqu'aux talibans. Les talibans, nos frères. Donc, qu'est-ce que ça disait par là? C'est que cette dame avait beau être ministre du gouvernement canadien, elle se définissait d'abord par une fidélité aux origines revendiquées. Bon, mais là, le Canada, c'est le pays en Occident, pourrait-on dire, qui a tout fait pour qu'on puisse faciliter l'ingérence étrangère chez lui. Et ce qu'on va voir avec Justin Trudeau aujourd'hui, on va en parler avec Emmanuel Latraverse dans quelques minutes, avec Emmanuel Latraverse, on va voir de quelle manière, finalement, c'est quoi le jeu de vérité et de mensonge de ceux qui témoignent, là, parce qu'on regardait ça, je pense que c'était hier, ça témoigne à moitié, c'est-à-dire, on nous dit « je n'étais pas au courant », les proches de M. Trudeau, nous n'étions pas au courant. Ouais, mais il y a deux manières d'interpréter ça. On n'était pas au courant, ou exactement, ou on a tout fait pour ne pas être au courant. Puis tout faire pour ne pas être au courant, n'est-ce pas la reconnaissance du fait qu'on était un peu au courant? Oui, et on a minimisé aussi même la crédibilité des services secrets canadiens. En tout cas, j'ai bien hâte de voir moi aussi le témoignage de M. Trudeau. Mathieu, le fameux dossier du troisième lien à Québec, est-ce que le Parti québécois sera forcé de marcher sur la peinture et de revoir sa position? Ben, franchement, je regarde ça, puis j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe. Je sais que le récit médiatique aujourd'hui, c'est le PQ change de bord là-dessus, mais fondamentalement, que dit le Parti québécois? Mais notre bien, c'est tous les partis ont des positions qui sont compréhensibles. Il s'opposait au projet tel qu'il a été mené jusqu'à présent, mais là, la Caisse de dépôt mène un travail d'enquête. Il y a une évolution de la situation. On va voir en fonction de l'enquête nouvelle ce qu'il en est. Et là, ce qu'on demande, si je comprends bien au Parti québécois, c'est de maintenir une position fixe avant même la publication d'une enquête qui est censée faire évoluer la connaissance du dossier. Donc là, je regarde ça, je me dis... Et puis, je précise que tous les partis, là, il s'agit pas de défendre le PQ là-dedans. Il s'agit de dire que les partis, on leur demande pas d'avoir une position qui va être absolue dans le ciel jusqu'à la fin des temps. On leur dit, en fonction des données, en fonction de l'évolution de la situation, quelle position adoptez-vous? Baptême, la construction d'un pont, c'est pas une question de principe devant Dieu, c'est pas une question de doctrine politique, c'est une question de bon usage, de travaux publics pour s'assurer qu'une société fonctionne bien. Si il y a une évolution de la situation qui fait qu'on doit construire, bon, on construit. Si la thèse se maintient, on construit. Antérieure se maintient, on construit pas. Mais je comprends pas comment on peut transformer la construction d'un pont en enjeu de société majeur. Il y a quelque chose là-dedans. J'ai toujours dit, moi, je préférais parler du troisième référendum que du troisième lien. Je commence à me dire qu'on va gagner le troisième référendum avant de construire le troisième lien. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Merci, Mathieu. Bon épisode à toi. Ouais, ben.